Je gérais un patrimoine valorisé à 650 millions d'euros. Marvin, c'est quelqu'un qui est passionné d'immobilier. Il a d'abord commencé à investir à titre personnel et après avoir travaillé quelques années dans le secteur, il décide en 2021 de créer son entreprise Immobilier Capital. Ce bien-là, on peut le passer en D en faisant tant de travaux. Et l'investisseur est garanti et sécurisé. Immobilier Capital, c'est une entreprise qui offre un service d'investissement clé en main sur des biens anciens qu'il s'occupe de rénover. Les 2 premiers mois, j'ai fait environ 350 000 euros de chiffre d'affaires. Dans cette interview, Marvin va vous expliquer toutes les étapes pour réaliser votre investissement immobilier. J'ai appris à comprendre qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter, pourquoi, etc. On abordera notamment des notions de rentabilité, des notions de risque, puis ensuite des conseils pratiques de la recherche de votre bien à la mise en location. Marvin Mouton, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. J'étais pas prédestiné à faire une école d'ingé, pour être très honnête, je voulais travailler dans le bâtiment. Je sais pas si vous connaissez les compagnons du devoir. Je voulais faire électricien, voilà, je voulais faire électricien. Et en fait, j'avais des facilités dans les matières scientifiques. Et les profs m'ont dit non, tu vas pas faire électricien, tu vas aller en prépa. Et donc du coup, je me suis retrouvé en école d'ingé et j'ai plutôt bien aimé. Ça dépend des fois. J'ai bien aimé au début quand c'était la prépa, et puis quand on est arrivé sur des matières voilà, qui me plaisaient pas trop, je me dis qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et là, c'est là que j'ai commencé à entreprendre. Et je sais pas comment j'en suis arrivé là, pour être très honnête. Je crois que c'est parce que j'ai dû lire un bouquin et ça m'a switché dans la tête. Je crois que j'avais lu The 4 Hours by Week de Tim Ferriss. Ouais. Voilà, il est très connu. Donc la semaine de 4 heures en fait. Ouais, exactement. J'avais lu ce livre et ça a commencé à faire un petit déclic dans ma tête. Et puis je me suis dit, c'est vrai que c'est intéressant quand même d'arriver à entreprendre, de créer quelque chose. Et je me suis posé la question à un moment, sérieusement, je me suis dit, est-ce que je préfère avoir des clients ou est-ce que je préfère avoir un patron? Et quand j'ai commencé à aller dans le milieu professionnel, je me suis dit, il vaut mieux avoir des clients. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans l'entrepreneuriat. Avant que tu lances ta boîte, il s'est passé plein de choses. Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler? Plein de trucs. Je pense que le premier pied dans l'entrepreneuriat, c'est grâce à l'immobilier. Donc pareil, moi aussi j'ai investi très très jeune. Donc à 18 ans, j'ai acheté mon premier appart. C'était en quelle année? 2014, 2015, je pense, quelque chose comme ça, juste après le bac. J'ai acheté un premier appart à 18 000 euros. C'est possible d'acheter un appart à 18 000 euros? Ouais. Ça, je peux même te donner la ville, c'est la ville de Tarbes. Voilà. Ah, donc qui a à peu près un côté de Pau. Voilà. Aujourd'hui, elle doit être à 1300 euros du mètre, tu vois, mais quand moi j'ai acheté, c'était à 700 balles du mètre, quoi. Ouais. Tu vois, c'était encore des prix métriques abordables. Et puis en plus, j'avais acheté un taudis, donc autant te dire qu'il y avait tout à faire. Donc c'était un petit studio de 18 mètres carrés. Donc j'avais économisé, tu sais, je travaillais l'été, je travaillais, etc. J'ai eu la chance d'avoir mes parents, j'avais les bourses, tu sais, pour payer les études. Et j'avais la chance d'avoir mes parents qui m'aidaient à payer, à complémenter le loyer. Donc tout ce que je travaillais, je l'économisais et je l'ai mis dans l'immobilier. Et donc j'ai acheté mon premier appart comme ça, j'ai tout refait, j'étais avec des potes, on refaisait à l'intérieur, etc. Donc c'était ma résidence principale du coup. Et après j'ai voulu en acheter un deuxième et j'étais bloqué. Parce que j'allais voir les banques, c'était pas possible de se faire financer, donc j'ai essayé plein de moyens. Et c'est là que alors pour l'anecdote, je me retrouve un été. Alors je faisais barman en Corse et j'avais rencontré une fille à ce moment-là un été. Et cette fille, elle était plus jeune que moi, que devait avoir 18 ans. J'avais 19 ans, elle avait 18 ans. Okay. Et elle avait une Mustang. Et donc moi je vais la voir, et je lui dis mais tes parents ils sont sympas. Comment ça se fait qu'ils te payent une Mustang à 18 ans, tu vois? Ils sont très sympas tes parents. Et là elle me dit non, c'est pas mes parents, c'est moi qui me la suis payée. J'ai dit comment ça tu t'es payé une Mustang, tes conneries. Et là elle me dit ouais j'ai fait un crédit étudiant. Et là dans ma tête, j'ai disjoncté dans ma tête. Et là je voyais tous les trucs qui arrivaient, tu vois. Je me dis j'achète quoi, des parkings, des machins et tout. Je commence à devenir fou. Et j'ai contacté un ami à ma mère, tu vois, qui avait acheté des box de garage. Il en avait une cinquantaine. Et je l'ai appelé, je lui dis voilà, j'aimerais me lancer, je vais faire un crédit étudiant. J'ai regardé, je suis sûr que ça peut marcher et tout ça. Est-ce que tu peux me conseiller comment ça fonctionne, etc. Donc il m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Et ensuite j'ai contacté une autre amie de la famille qui avait pas mal de biens immobiliers, tu vois. Je commençais à me renseigner, savoir comment ça marchait, calculer un rendement, voilà les basiques, tu vois. Et je suis devenu fou. Et j'ai commencé à lire plein de livres. Et quand je suis rentré de vacances de Corse, pour le coup, je suis à le premier rendez-vous à la banque. Et c'est un peu comme au McDo, hein. Tu arrives avec ta carte étudiante et tu repars avec un crédit à 50 000 balles. Et j'ai acheté mon deuxième appart à Pau, pour le coup. Et donc j'ai cherché longtemps. Alors, il y a une spécificité sur le crédit étudiant qu'il faut savoir. C'est que c'est un crédit, alors je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui, mais en tout cas moi, quand je l'ai fait, ça marchait comme ça. C'est un crédit sur 10 ans, avec une franchise de 5 ans.
C'est-à-dire que tu peux investir, tu ne payes pas de crédit pendant 5 ans. Tu payes une toute petite partie, tu vois. Je crois 120, 150 balles, tu vois, ou 100 balles. Ce qui veut dire que ton loyer, bah, tu le gardes pendant 5 ans. Tu crées de la trésorerie, tu vois. Tu peux même le faire travailler à côté. C'est comme un différé de 5 ans. Ah, exactement. Bah, c'est un différé, en fait. C'est un différé quasi total, tu vois. Ouais. Et en plus, tu as un taux à 0,8, tu vois. C'est de l'argent gratos. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que, étant donné que le crédit il est sur 10 ans et qu'il est associé à un crédit consommation, disons que tu as les fonds qui arrivent de suite. Tu vois. Donc, quand j'ai demandé mon crédit, j'avais les fonds qui arrivaient de suite. Et donc, tu comprends que plus tu attends, et plus le bien immobilier que tu dois trouver en face doit être rentable pour espérer rembourser les mensualités après. Donc tu as un peu une course contre la montre. Tu vois, donc c'est pour ça que je ne conseille pas à n'importe qui de le faire, parce que faut quand même être bien renseigné. J'avais déjà acheté, faut savoir que j'avais déjà un bien immobilier. Donc je ne partais pas de rien, mais je n'étais pas non plus j'étais pas un grand connaisseur, mais voilà, il faut quand même un peu connaître le marché, savoir comment chercher, savoir ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter. Et donc j'ai fait ce crédit étudiant et j'ai trouvé un bien où le mec il était dans la merde. Il fallait absolument qu'il vende parce que c'était il avait vraiment des gros problèmes. Et donc je me souviens, c'était un bien, il était à 33 mètres carrés, juste à côté de la fac de Pau, à l'UPPA. Je me souviens, il était affiché à 55 000 balles, 55 000 euros à peu près. Et je propose comme ça, je lui mets un coup de fusil, je lui dis 35 000. Et il me dit non, on peut pas, etc. Donc il monte à 50 000. Il me dit, je descendrai pas plus. Ok, mais moi c'est 45 000 dernière offre. Et ils ont accepté. Écoute, j'ai eu de la chance. Voilà, moins 10 000, exactement. Voilà, exactement. Et c'était déjà très bas. C'est une importance pour toi toujours d'aller négocier quand même? Ça dépend. Ça fait partie du jeu? Pas forcément. Alors, je pense pas qu'il fallait être trop systématique là-dessus. Alors je l'étais quand j'étais jeune. Tu sais, t'as un peu d'ego, etc. Toujours négocier, ouais. Tu te dis c'est un principe de négocier, mais il faut faire attention, c'est un biais cognitif qu'on pourrait avoir. Parce que des fois, tu as des biens qui sont tellement décotés et tu as un monde de requins. Et si tu as le bout de viande qui apparaît sur le marché, c'est fini, tout le monde le mange. Il faut bien connaître le marché pour savoir si tu dois négocier ou pas. Donc non, pas systématique. Si effectivement c'est un bien qui est déjà en dessous des prix du marché, etc., pourquoi est-ce que tu irais encore le négocier plus? Alors je suis d'accord, du coup tu veux gagner de l'argent, mais avec toi il peut y avoir également d'autres personnes qui sont en fait, à l'affût de ce… Comment je le vois, ça c'est le coût risque-opportunité. C'est-à-dire que négocier, on est d'accord, c'est une prise de risque de négocier. Donc quelle est ta prise de risque par rapport au coût que tu en tires? Si tu as déjà une bonne affaire sans négocier, pourquoi prendre une prise de risque alors que tu peux sécuriser ton gain? Donc je le vois comme ça et mathématiquement, tu es largement gagnant en fonctionner comme ça. Peut-être qu'avec des si, tu refais le monde et tu aurais pu gagner 5000 balles, tu vois. Mais si tu fais sur le long terme, tu es largement gagnant à faire comme ça. En étant étudiant, tu achètes un premier bien, tu fais un prêt étudiant à la fin de tes études pour en acheter un deuxième. Pas la fin, encore au début de mes études. C'était quand exactement? Première année, j'avais mon premier bien. Première année d'école d'ingénieur? Voilà. Et deuxième année, alors attention, j'ai fait une prépa intégrée moi. Du coup, c'était pas une prépa 2 ans classique. Oui. Voilà, j'ai 18 ans, premier bien. Deuxième bien, 19 ans, du coup, avec le prêt étudiant. Donc, entre 18 et 19, j'ai travaillé en Corse en tant que barman. Et donc, voilà. Et après j'avais 2 biens. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser, à revendre, etc. Enfin, tu vois, j'ai commencé à avoir le statut d'entrepreneur grâce à ça. Ce qui me permettait, du coup, de faire mes travaux tranquillement, de pas aller à tous les cours et tout ça, quoi. Donc c'était une bonne expérience. Et puis après, j'avais orienté tous mes stages d'ingé dans la branche construction, structure, ingénieur, tout ce qui pouvait me servir. En fait, tout ce qui pouvait me servir personnellement, j'allais là-dedans. Okay. En fait, c'est ça. Et après, une fois que tu es sorti de tes études, justement, tu avais déjà pas mal, on va dire, de formation pour la partie justement immobilier, construction, ce genre de choses. En plus, tu avais déjà investi. Là, tu as décidé de d'abord travailler dans quelques entreprises pour aussi te faire de l'expérience. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le cheminement? Le secteur du bâtiment, je connaissais plutôt bien parce que j'ai de la famille. Voilà, j'ai 3-4 cousins qui ont leur propre boîte d'artisans, voilà, de travaux de rénovation, plomberie, électricité. Donc je connaissais plutôt bien le secteur. Je suis allé dans une autre branche, donc je suis allé à le premier stage que j'ai fait, c'était la SNCF. Ils voulaient agrandir un entrepôt et il fallait un ingénieur qui calcule la structure, tu vois, et qu'il modélise l'agrandissement de l'entrepôt. Donc du coup, j'étais avec mes logiciels, avec AutoCAD, etc. Voilà, et donc je simulais l'agrandissement, je calculais mes structures, je me disais voilà, le poteau il faut qu'il fasse telle taille pour pas que ça s'écroule, etc. Donc ça c'était mon premier stage. Et donc c'est une réflexion qui était vachement intéressante parce que quand tu construis après, tout est dépendant des reprises de charge et tout, c'est hyper important. Donc j'ai pu mettre en pratique ce qu'on voyait en cours, hein, tout simplement. Et donc je me suis éclaté là-dedans. Et puis après j'ai fait un stage, mon dernier stage c'était chez Bouygues Immobilier. Et donc là je gérais les constructions. J'étais dans la promotion de luxe,
Donc là, on construisait des logements de luxe au Maroc. Donc c'est notre logique, hein. C'est des sols en marbre. J'ai appris comment sélectionner du bon marbre. C'était assez intéressant. Et je construisais des bureaux. Je m'entendais très bien avec la personne qui gérait l'entreprise de Bouygues Immobilier au Maroc. Et cette personne, elle m'a expliqué, voilà, avec les capacités que tu as, etc., il faudrait que tu te spécialises en finance et que tu puisses commencer à gérer des fonds d'investissement, etc. Donc je suis revenu à Paris faire une spé finance après l'école d'ingé. Et donc là, j'ai commencé à rentrer dans une autre sphère, pour le coup, où je suis arrivé, je me suis dit, j'arrive avec la fleur au fusil, l'immobilier je connais, j'ai fait la construction, c'est bon, l'immobilier je connais. Et en fait, je connaissais rien. Je suis arrivé dans un autre monde de l'immobilier, qui est la finance immobilière, on va dire. Et là, tu rentres dans un monde où c'est une autre logique. C'est vraiment une autre logique, je vous assure, ça m'avait vraiment surpris. Deux façons de voir l'immobilier, tu vois, tu as l'immobilier traditionnel, en voyant l'immobilier comme un actif financier pur. Ouais. Tu vois, et on pourra en discuter, il y a plein de trucs que j'ai vus, et c'est deux visions complètement différentes. Okay. Et quand je suis arrivé, moi j'avais que la première vision traditionnelle, tu vois, je suis simple, tu vois, j'achète un bien, rendement, cash flow, machin, je connaissais pas grand chose. Et quand je suis arrivé dans ce monde-là, je me suis aperçu que je connaissais rien du tout. Et donc il y avait beaucoup d'outils que j'ai vus, c'est une autre façon de penser en fait. Tu sais, c'est un peu comme la personne qui a l'habitude de conduire une voiture, tu vois, et tu veux passer à piloter des avions ou des planeurs, et tu apprends que ben voilà, quand tu as le ciel qui est comme ça, tu as des cumulus, du coup tu as des ponts thermiques qui se créent, c'est comme ça que tu arrives à voler entre, etc. Et tu vois plus le ciel de la même manière. Et ben c'est pareil dans l'immobilier pour moi. J'ai découvert un autre monde. Donc au début j'étais analyste immobilier, donc pendant 6 mois, et après je faisais asset manager. Et donc je gérais un fonds d'investissement, un fonds d'immobilier donc chez un assureur. Et après j'ai été embauché. Et là je gérais 650 millions, un patrimoine valorisé à 650 millions d'euros à peu près. Et quand tu tapes dans des patrimoines qui sont comme ça, c'est quelle typologie d'investissement que tu vas faire? Moi j'avais 50% de logistique, donc des grands entrepôts loués à des entreprises comme Amazon par exemple, qui ne sont pas propriétaires de leurs locaux. Et donc j'avais ça à développer. Et ensuite j'avais 40% de bureaux. Et le reste en logement. Beaucoup de professionnels. Ouais, beaucoup de professionnels. Je transformais. Alors je pouvais transformer. Alors tu vois, je pouvais avoir un immeuble entier de logement parce que j'avais décidé que c'était mieux à ce moment-là. Donc en fait, comment ça se passe? Tu as une vision très financière du patrimoine immobilier. Tu vois avec des architectes, tu gères les architectes, tu gères toutes les entreprises de construction et tu essayes de valoriser le patrimoine. Donc si par exemple ton patrimoine, quand tu arrives, il est à 500 millions d'euros, bah, ton but c'est de le faire passer à 600 millions, de le faire passer à 700 millions, etc. Donc le but c'est toujours d'évoluer. Et donc du coup ça passe par quoi? Par de la rénovation, par de l'achat, par de la revente pour aller chercher des meilleurs secteurs? Comment ça se passe? Ouais, alors dans ce monde-là ils appellent ça la création de valeur. D'accord. Et la création de valeur elle peut être par différents aspects. Soit tu arrives à augmenter le revenu par mètre carré, ou soit tu augmentes la quantité de surface. Donc pour augmenter le revenu par mètre carré, bah, soit tu passes par exemple de logement à commerce. Déjà, tu as un gap. Ou alors, tu vas pour diviser. Tu divises, etc. Voilà. Ou alors, tu vas créer de la surface, donc tu fais de la promotion. Donc, tu achètes un terrain et tu construis. Ou alors, tu faisais des extensions. Tu vois, par exemple, j'avais des immeubles, dans Paris d'ailleurs, qui n'étaient pas à la hauteur du plan local d'urbanisme et je pouvais gagner 3 étages. Donc, je crée la quantité. Si tu veux rentrer dans le détail, si tu veux, tu as des histoires de compensation à Paris. Quand tu crées des bureaux, il faut compenser dans ton patrimoine par des logements. Tu vois, parce qu'ils te l'imposent. Donc, tu as plein de contraintes, en fait. Tu as plein de contraintes, plein de restrictions. Les places de parking également. C'est ça. Et en fait, tu suis les règles du jeu pour trouver la création de valeur en fait, dans ton patrimoine. Et après, tu passes devant un comité et tu leur dis, ben voilà, moi je pense que cet immeuble, il faut faire ça, il faut le développer comme ça. Moi, je pense qu'il faudrait racheter ce terrain, etc. Des fois, tu vois, je me souviens, c'était à Toulouse, une boîte qui est connue qui s'appelle Altran. Voilà, donc c'était mes locataires. Et je sais qu'il y avait un terrain juste à côté. Et ce terrain, je sais que si on pouvait l'acheter, parce que eux, j'avais discuté avec eux, ils voulaient s'étendre. Mais sauf qu'ils voulaient s'étendre, ils allaient s'étendre dans un autre actif, dans un autre, on appelle ça des actifs. Ils allaient s'étendre dans un autre immeuble. Et c'est 3 millions de chiffre d'affaires à l'année en plus, qu'on perdait quoi. Enfin, tu vois, s'ils partaient, c'est dommage de ne pas les garder quoi. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est des baux de 3-6-9. C'est-à-dire que c'est des baux qui durent 3 ans, 6 ans, 9 ans. Et quand tu es dans ce milieu-là, tu peux même aller jusqu'à 12 ans ferme. C'est-à-dire que dans 12 ans, tu as du revenu sécurisé, tranquille. Sans souci, parce que de toute façon, c'est parce que en général, tu loues nu. Ouais. C'est eux qui vont aller du coup faire les travaux effectivement pour l'aménagement intérieur des biens. Donc en fait, tu n'as quasiment rien à gérer.
Mais vraiment, quasiment, enfin c'est rien quoi. C'est plus complexe que ça quand même, parce que ce qu'on dit là, c'est dans des marchés qui sont assez dynamiques. Mais je te prends par exemple, quand il y a eu le Covid, j'avais un locataire qui s'appelle Corsair, qui est une boîte, une compagnie aérienne. Et ils ont eu beaucoup de mal pendant le Covid. C'était très compliqué pour eux de payer les loyers. Enfin, ils avaient 5 millions de loyers, etc. Et je me souviens que on est arrivé en négociation avec eux. Il fallait que j'emménage, si tu veux, de la franchise. Donc pendant un certain temps, ils ne payaient pas de loyer. L'aménagement, je lui payais une partie de l'aménagement, tu vois. Donc ils en avaient pour 500 000 euros de travaux, tu vois, je leur payais 250 000 et en même temps, ils me faisaient un bail et ils me signaient sur 12 ans, tu vois. Tu essayes de sécuriser ton flux, tu vois. Et c'est pas simple parce que quand il y a eu le Covid, c'était des problématiques costauds quoi, qu'il y avait. Et donc en fait, chaque deal est unique. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ce que tu dis, c'est la théorie. Mais en fait, chaque deal est unique. Et tu peux tout négocier, chaque clause est négociable. Tu vois, on va rentrer dans le détail. Par exemple, dans les baux commerciaux, ce qui est connu, c'est l'article 605 et 606. C'est à l'utilisateur, c'est au locataire qui doit payer le ravalement de façade. Pour un particulier, ça paraît aberrant. Mais en professionnel, en fait, ça se négocie. C'est certains oui, certains non. Ok, mais moi, je ne veux pas payer le ravalement de façade si c'est un jet de pierre. Ah ouais, non, mais si c'est juste un nettoyage de façade, ok, on paye, mais si c'est un vrai ravalement, on ne fait pas. C'est que des négos juridiques, etc. C'était que ça. En gros, je gérais avec les chefs d'entreprise. Je voyais tous les jours des chefs d'entreprise et je devais négocier avec eux, tout le temps. Voilà, donc j'avais une équipe juridique prête. On était armés, tu vois. On disait, ok, la préparation de la négo, c'était ça. S'ils préparent ça, on met ça au conditionnel. S'il met ça au conditionnel, on fait ça. Parce que derrière, on voyait les impacts financiers, tu vois. Et donc, c'était que ça, tu vois. Et t'arrivais, t'étais ultra prêt, t'arrivais en face du mec et on négocie, et puis à la fin, on signe. Pourquoi est-ce qu'à un moment, effectivement, toi étant dans la finance, tu te dis, allez, je vais revenir dans l'immobilier? Est-ce que… Traditionnel, ouais. Ouais, dis-moi, parle-moi un peu de tout ça. Alors déjà, il faut savoir que tout ce que je faisais dans l'immobilier d'affaires me servait en perso. Tu voyais des trucs, tu discutais tout le temps avec des archis, tu gérais les boîtes de travaux, donc forcément, tous les jours, j'apprenais des trucs qui me servaient. Comment tu gagnes de l'argent dans l'immobilier? C'est de l'asymétrie d'information où celui qui en sait le plus sur certains trucs, il crée de la valeur que l'autre ne crée pas. Quand tu prends ce que tu as là dans ce monde-là et que tu le mets dans le monde traditionnel, tu fais des trucs de fou. Pourquoi j'ai créé ma boîte et je suis parti? Parce que j'ai vu des trucs qui sont arrivés. J'ai vu des trucs arriver. Je voyais les coûts de construction qui augmentaient bien avant qu'on en parle dans les journaux. Je voyais comment ça montait, je voyais les fournisseurs, etc. Parce qu'on avait des gros budgets, et je voyais, lui, mais comment je vais faire passer ça en comex, jamais ça passera, ouais, mais ça augmentait de temps, etc. Donc il fallait trouver d'autres matériaux. Je voyais déjà les problématiques des matériaux. Après, tu as eu une autre problématique, c'est les mairies écolos. Je ne parle pas de jugement, je ne parle pas de politique, je dis juste que le fait que les mairies écolos sont passées, ça a eu un impact énorme pour l'immobilier. C'est-à-dire que tu as les maires qui refusaient les constructions et les permis. Du coup, tu ne peux pas créer d'offres sur le marché. C'est beaucoup plus difficile de créer des offres. Donc du coup, tu as un stock qui est encore plus limité qu'avant. Alors que la demande, elle grossit. Je pensais notamment à j'ai un flash sur Bordeaux, tu vois. Je sais qu'on voulait construire, on voulait développer et on n'y arrivait pas parce que les maires, ils refusaient les projets. Et j'en voyais de plus en plus. Et mes collègues, c'était pareil. Toutes les grosses foncières, toutes les SCPI, ils avaient le même problème que moi. Et ensuite, je vois qu'on passe de la RE 2012 à la RE 2020. Donc en gros, c'est, pour être simple, pour vulgariser, ce sont des normes qui te disent, voilà, si tu construis et que tu développes de l'immobilier, il faut que tu respectes tel cahier des charges. Alors, il va être des murs de 50 cm, il faut autant de parking par tant de nombre d'habitants dans ta construction, etc. Et je voyais que ça devenait mais n'importe quoi, le RE 2020. Et je me dis, mais ça va être ultra inflationniste sur les coûts de construction. Donc je me dis que tout ce qui est développement, et tout ce qui est construction, ça va être hyper cher. Et on était déjà à des taux à zéro, tu vois, donc n'importe qui était finançable. 2019, n'importe quel ahuri pouvait acheter de l'immobilier et gagner de l'argent avec. C'était pas compliqué du tout. Et celui qui a acheté entre 2008 et 2022, c'est facile à faire de l'argent. Tu achètes un bien, n'importe qui est finançable, les prix font que monter parce que les taux baissent. Donc si tu n'as pas gagné d'argent là-dedans, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Là, je pense qu'on est au max, quoi. Tu vas pas descendre à moins 5% de taux, quoi. Donc c'est quoi la probabilité? Donc la probabilité, c'est que les taux peuvent que monter. Donc je me dis, ok, il y a telle variable qui arrive, il y a ça qui arrive, il y a ça qui arrive, et les taux vont monter. Et là, je me dis, et je discutais avec des camarades de promotion, tu vois, qui étaient en banque privée, et des conseillers en gestion de patrimoine. Et je voyais ce qu'ils vendaient à leurs clients. Ils vendent beaucoup de neufs. D'ailleurs, la majorité du chiffre d'affaires dans un cabinet de gestion de patrimoine, souvent, c'est de l'immobilier neuf, c'est de l'intermédiation immobilière. Moi, je vois ça qui se passe dans le marché de l'immobilier, et je vois que le business model de ces personnes-là
et vachement orienté sur la vente de ce que je vois qui arrive, qui va exploser. Je me dis, il y a un truc à faire. Et moi, j'avais investi à titre perso dans l'immobilier ancien et j'y crois en ce produit. Tu vois. Et je me dis, mais comment ils ne peuvent pas vendre de l'immobilier ancien, ces mecs-là? Donc je vais les voir, mes anciens camarades, je leur dis, mais pourquoi vous ne vendez pas de l'immobilier ancien? Bah ouais, mais on peut pas, comment on fait pour sécuriser l'investisseur? Ouais, mais l'immobilier neuf, ce qui est bien, c'est qu'il achète un prix, puis bam, il est livré, c'est bon, il a son truc. Ok, donc qu'est-ce qu'il faudrait pour que ton client puisse investir dans l'immobilier ancien et que je puisse t'accompagner? Ouais, mais il faudrait sécuriser ça, etc. Donc, du coup, de la rénovation, les DPE. Ouais, mais c'est pas simple parce que si tu veux, ok, admettons, tu vas avoir un CGP, tu lui dis, ben moi, pour ton client, je trouve un bien immobilier, je lui fais la réno. Le mec, il n'est pas sécurisé, par quelle entreprise tu passes, etc. Tu peux pas en fait, tu peux pas bosser avec eux. Et il faut certaines garanties, certaines assurances, certains contrats. Ça a été un temps de développement chez nous où on a vu des avocats, etc. On s'est baqué. Et je suis revenu les voir et je leur dis, ben voilà, j'ai mis cette offre en place. Est-ce que ça te dit qu'on travaille ensemble? Ils m'ont dit non. Donc suspense. Donc comment j'ai fait? Voilà. Ça vend l'histoire. Tout ça pour ça. Non, alors comment j'ai fait? Eh bien c'est simple. On a été prospecter des CGP qui étaient nouveaux sur le secteur. CGP, conseiller gestion de patrimoine. Conseiller en gestion de patrimoine. Donc des gens qui conseillent des gens pour placer leur argent. J'ai été voir ces gens-là qui étaient nouveaux sur le métier et qui ne connaissaient pas encore les produits. Tu vois. Et je leur ai dit, ben voilà, il y a ça qui se fait sur le marché. Tu peux vendre soit du neuf, soit de l'ancien. Qu'est-ce que tu préfères? Voici les rendements. Voici comment on sécurise. Bah, moi, je préfère faire de l'ancien. Tu vois, ils étaient nouveaux, tu vois. Ils n'étaient pas habitués à vendre beaucoup de neuf. Donc, on a commencé comme ça. Et on a commencé avec les premiers et je les en remercie encore. Hein. Ils nous ont fait confiance et ça a bien marché. Et du coup, on a créé notre track record comme ça. Et quand tu as un track record après, tu vas revoir tes anciens mecs. Voilà, tu as dit que ça ne marchait pas, mais regarde, maintenant j'ai fait ça, ça, ça. Regarde les rendements des clients. Regarde comment les partenaires ont été rémunérés, tu vas rien perdre par rapport au neuf et tout. Et les 2 premiers mois, j'ai fait environ 350 000 € de chiffre d'affaires. Et du coup, comment s'appelle ton entreprise? Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment elle fonctionne, comment fonctionne ton business et qu'est-ce que toi tu fais au quotidien? Eh bien, mon entreprise s'appelle Immobilier Capital et mon quotidien, c'est de recevoir des clients de cabinets, de gestionnaires de patrimoine ou de family office. Et maintenant, on a ouvert le canal B2C, du coup, que les particuliers peuvent venir nous voir. On crée, si tu veux, un cahier des charges. Donc, imaginons, tu vois, tu as un jeune, il veut investir en immobilier, il est plutôt dynamique, etc. Ce ne sera pas le même projet qu'une personne qui a 50 ans, qui a déjà investi ou alors qui veut investir, etc. Donc, si tu veux, tu personnalises le cahier des charges et après, tu fais un projet en fonction de la personne. Donc, ça peut être un immeuble, ça peut être une coloc, ça peut être de la location saisonnière. Et en fait, tu t'adaptes et tu fais le projet en conséquence. Ok, et toi, ton business model, pour ça, comment tu fonctionnes? On est considéré comme une entreprise travaux sur le plan juridique. Et comme on est considéré comme sur le plan travaux, sur le plan juridique, on facture ce qu'on appelle des frais d'ingénierie. Et ces frais d'ingénierie viennent en déduction des impôts, déjà premièrement, sont financés par la banque. Donc, ce n'est pas forcément l'investisseur qui nous paye directement. Et ça nous permet d'encaisser les fonds sur les travaux et de gérer les travaux de nos entreprises, etc. Donc c'est comme ça que notre business plan, c'est simple, on trouve des biens immobiliers, on fait des travaux et de la mise en location. Vous êtes contractant général? Alors ouais, on passe par... ouais, exactement. D'accord. Qu'est-ce qu'un contracteur général, justement? Il y a 2 choses. Quand tu fais des travaux, soit tu passes par plusieurs lots différents, c'est-à-dire tu passes par un électricien, par un plombier, par un plaquiste, etc. Donc tu as plusieurs entreprises différentes pour un projet de travaux. Et le contractant général, c'est au sein d'une même société, lui, il fait tous les corps d'État. Le contractant général, c'est une entreprise qui fait tout. Mais en fait, ça veut presque rien dire parce que le contractant général, quand il n'a pas le corps d'État par rapport au projet immobilier, lui, il passe par une autre société. Donc, ça a des avantages et des inconvénients, tu vois, c'est comme tout. C'est-à-dire que si tu connais bien les travaux et que tu passes par des corps d'État différents, il faut bien phaser le projet. Il faut bien faire le Gantt. Là, c'est plutôt adressé aux gens qui connaissent bien les travaux de passer par des corps d'État différents. Et du coup, ils vont payer moins cher. Et après, tu as l'entreprise contractant général où là, tu as un seul interlocuteur. Et là, il fait tout et c'est clé en main. D'accord, donc toi, autrement dit, ce que tu proposes à tes clients, c'est au lieu d'aller dans l'immobilier neuf qui est du coup peut-être un peu moins intéressant d'un point de vue rendement, tu vas aller proposer de l'ancien où toi, ce que tu t'occupes de faire, c'est de trouver une bonne affaire, ensuite d'aller, on va dire, réaliser tous les travaux pour peut-être rénover ce bien ou alors apporter de la valeur, comme tu disais tout à l'heure. Et après ça, bien en fait, c'est toi qui t'occupes des travaux, donc tu as ta propre entreprise de travaux qui s'occupe de réaliser tout ça. Voilà. Et comment ça marche concrètement? Comment tu trouves ton bien? Comment tu fais? Quelle rentabilité tu proposes? En fonction de quoi?
Alors, on a une spécificité dans mon entreprise. Et alors, il y a beaucoup de clés en main sur le secteur. Et tu as plusieurs modèles de clés en main en immobilier qui existent. La plupart des clés en main, les plus connues, prennent des honoraires de transaction. Donc, ce sont des entreprises de transaction, mais leur spécialité, ce n'est pas les travaux. Leur spécialité, c'est de trouver des biens immobiliers, de faire de la chasse. Nous, notre spécificité, elle n'est pas dans la chasse. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur des gens qui connaissent très bien le secteur et on ne va pas faire mieux qu'eux. Enfin, on est parti de ce principe-là. Nous, on a plutôt misé sur les travaux dans notre spécificité et donc on a des garanties qu'on apporte que personne d'autre, à ma connaissance, n'apporte sur le marché. Et c'est ce qui fait que je peux travailler avec des family office et des CGP. Et on a par exemple des garanties sur le DPE. Donc il y a la loi climat qui est passée il n'y a pas longtemps en 2023, qui interdit les investisseurs de pouvoir louer si vous êtes en passoire énergétique, donc en G. Il y a un calendrier gouvernemental en ce moment qui est mis en place et plus vous avez un bien qui est énergivore et moins vous avez de chances de louer, bientôt vous n'allez pas pouvoir vendre, etc. Donc il va y avoir plein d'inconvénients à avoir des passoires énergétiques. Nous on s'est dit, et on a commencé à l'observer, les passoires énergétiques perdent de la valeur puisque personne n'a envie de se lancer là-dedans pour une raison qui est très simple. C'est qu'il n'y a aujourd'hui aucune garantie que tu montes ta note. Tu es un particulier, tu achètes ton appartement et admettons il est en G ou en F. Tu fais passer l'entreprise travaux, tu lui dis ben voilà, j'aimerais augmenter la performance énergétique. L'entreprise travaux ne sait absolument pas si tu peux monter en D. Absolument pas. Et en même temps, c'est normal, l'entreprise travaux, c'est pas son métier. Son métier, c'est pas de connaître la performance énergétique, c'est pas de connaître les travaux. Enfin, c'est connaître que les travaux justement. Donc tu te dis, ben, je vais faire passer un diagnostiqueur qui va peut-être m'aider, tu vois. Et le mec, il peut m'aider pour savoir. Lui, il sait comment faire pour monter ma note. Donc tu fais passer un diagnostiqueur. Et lui, il va te dire, il faut mettre une pompe à chaleur. Parce que lui, il regarde son tableau et il dit, bah, je mets une pompe à chaleur. Ah mais je suis en copropriété. Comment je fais pour mettre une pompe à chaleur? Ah, tu peux pas. Donc tu es dans une impasse. Et c'est là où tu réponds à un besoin qui est presque vital. Il y a un flou en fait total et entre deux diagnostiqueurs, ils peuvent ne pas mettre les mêmes notes aussi. Exactement. Alors ça c'est en train de changer. Ça c'est vraiment en train de changer parce que il y a l'investisseur. Alors j'ai entendu des mecs me dire ouais mais moi je connais un diagnostiqueur, il va me mettre en D, etc. Sauf que maintenant les diagnostics sont opposables. C'est-à-dire que si un acheteur si admettons, j'achète ton appartement et que toi, tu as grugé, tes potes avec le diagnostiqueur et il t'a mis en D alors que tu es en G. Moi, j'achète ton appartement et je vois dans le diagnostic, bah, je suis censé payer 800 € de charge à l'année. Et en fait, en réalité, je me retrouve à 3000 € de charge. Ah, t'es mort. Parce que moi, déjà, je vais t'attaquer, c'est opposable et après, c'est renégociation du prix, etc. Tu te fais soulever. Et ça peut aller beaucoup plus loin. Et donc, tu as pas mal de diagnostiqueurs en ce moment qui perdent leur licence, qui sont interdits, qui prennent des amendes, etc. Parce que justement, les diagnostics sont opposables. Donc, tu as encore quelques petits diagnostiqueurs qui ne comprennent pas trop comment ça marche encore, mais ça va venir, ça va arriver très très vite. Et maintenant, tu as encore en plus, tu as l'audit énergétique depuis avril 2023. Et là, c'est un diagnostic supplémentaire. C'est-à-dire que là, on va analyser la performance énergétique de ton bien. Et tu as une entreprise travaux avec un devis annexé à la promesse qui dit bah voilà, il faut faire tant de travaux pour augmenter la note. C'est-à-dire quand tu es acheteur, tu vois qu'il y a 60 000 balles de travaux, tu te dis bah je vais quand même négocier, tu vois. Donc c'est pour ça que dessus tu as une perte de valeur sur les passoires énergétiques. J'ai un de mes associés qui a une entreprise une entreprise de diagnostic qui s'appelle Gelus. Cet associé-là, lui, il a une très forte compétence sur les diagnostics et nous on a une très forte compétence sur les travaux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on accompagne un investisseur, on vient simuler la note de DPE avant de commencer les travaux. Tu prends le DPE existant, tu regardes les caractéristiques et tu te dis ok, bah, si j'augmente l'isolation, qu'est-ce qui se passe? Si je change la caractéristique de l'isolation, qu'est-ce qui se passe? Ok. Si je fais de la ventilation, ok. Si j'isole le plancher, que je crée un faux plancher, etc. Bon bref, et du coup, en jouant sur ça, on arrive à se dire bah, ok, bah, ce bien-là, on peut le passer en D en faisant tant de travaux, etc. Et l'investisseur est garanti et sécurisé. Et je ne connais pas d'autre entreprise qui est capable de faire ça. Parce que donc toi, tu étais un moment dans l'immobilier professionnel. Ouais. Est-ce que ce serait une volonté de venir également pour refaire du bureau, du box ou encore d'autres choses, du commerce? Quelle est ta vision par rapport à tout ça? Est-ce que pour toi, c'est plus rentable? Est-ce que c'est parce que tu nous as expliqué que c'était plus facile? Quelle est ta vision? Alors même si on fait des particuliers, il nous arrive de faire des club deals, d'avoir des family office avec qui on travaille, on fait des club deals et on va sur des immeubles. Donc c'est quand même des projets assez
C'est des projets assez costauds. Alors, c'est pas du niveau de ce que je faisais avant, mais ça reste quand même assez intéressant. Et effectivement, l'objectif, c'est aussi de se développer et d'accompagner les SCPI, donc les anciens collègues, et l'immobilier professionnel également. Donc, alors, si tu veux, c'est une autre logique sur le professionnel parce que c'est plus la loi climat, c'est le décret tertiaire. C'est encore une autre. Donc il y a encore des choses à développer. Il faut que je continue à former les équipes travaux là-dessus. C'est une façon de faire qui est. Tu poses pas la même isolation. Tu vois, c'est d'autres problématiques. Et puis on dirait que c'est beaucoup plus simple le bureau, mais en fait c'est beaucoup plus complexe techniquement. Parce que tu as des histoires d'ondulateurs, tu as des histoires. Je te donne un exemple. Tu vois, par exemple, quand tu construis une banque, si la banque, il n'y a plus d'électricité, c'est problématique. Donc il faut que tu aies des relais d'électricité par exemple, pour que la banque elle continue de fonctionner même s'il y a une coupure générale dans la ville. Et donc rien que cette problématique, ça te change ton projet. Ça va prendre un peu de temps quand même avant qu'on arrive sur ce marché-là. Ouais, d'ici 2-3 ans, ça me semble pas impossible parce que l'entreprise travaux qu'on est en train de faire, elle va être aussi vachement orientée B2B. Donc j'aurai déjà un pied dedans. Tu vois, donc une fois que j'aurai l'entreprise travaux dedans, bah, je ferai glisser Immobilier Capital. Et concrètement, si tu devais décrire ton entreprise aujourd'hui, bah, c'est quoi? C'est combien de salariés qui travaillent pour toi? Quel corps de métier? Alors j'ai 3 personnes à plein temps et j'ai 2 autres personnes que alors je suis dégueulasse de ne pas les compter, c'est les alternants. Mais parce qu'ils viennent et après ils partent, et il reste 1 an, voilà. Donc j'ai 2 alternants et 3 personnes à plein temps. Je travaille avec beaucoup de freelance, d'entrepreneurs, etc. Donc des gens qui nous aident en marketing, des gens qui nous aident sur les plans, des gens qui nous aident sur les travaux, beaucoup. Dans ton entreprise, tu as des chargés d'affaires? Moi, ce que j'appelle chargé d'affaires, du coup, c'est vraiment, je pense que tu vois très bien de quoi je veux parler, mais pour les gens qui nous écoutent, les chargés d'affaires, c'est vraiment des gens, comme tu dis, qui vont aller gérer un projet de A à Z, qui vont même aller, pourquoi pas, faire un peu de chiffrage, qui derrière vont aller gérer les travaux, qui derrière vont aller faire les réserves. Là, pour être très exact, c'est les conducteurs de travaux. Et les conducteurs de travaux, c'est Bertrand qui s'en occupait. Alors moi aussi, j'en faisais partie, donc j'allais dans certains chantiers, dans les gros chantiers, j'y allais et je regardais ce qui se passait. Effectivement, donc ça c'est nous qui le faisions parce que les personnes qu'on a prises, ce sont des architectes d'intérieur. Et elles ne sont pas formées pour les travaux, elles sont formées pour les décorer, pour les agencer, mais pas pour gérer des travaux. C'est nous qui le faisons encore, mais on ne le fera plus bientôt parce qu'on a un conducteur de travaux qui va venir et qui sera dans l'entreprise travaux. Et donc là, on n'aura plus à gérer ça. Ça sera lui qui sera à 100% dédié à faire toute la gestion des chantiers. Au niveau du recrutement, du coup, pourquoi avoir recruté justement des gens qui faisaient du coup l'aménagement intérieur directement et pas des conduits? C'est quoi ta vision? Ouais, alors on aurait pu prendre un conducteur de travaux et le laisser en roue libre et nous on faisait autre chose. Quand il y a un problème sur les travaux, c'est la merde après. Donc je préférais prendre cette responsabilité parce que c'était, si tu veux, c'est un milieu qui est très très dur à rentrer en termes de parts de marché, à récupérer des parts de marché, à avoir des partenaires, c'est très compliqué. Parce qu'il faut faire ses preuves, il faut avoir un track record. Puis si tu fais une connerie, les mecs ils t'envoient plus de clients et donc tu perds beaucoup de chiffre d'affaires. Perdre un conseiller en gestion de patrimoine pour nous c'est très coûteux. Et tu peux le perdre très facilement, il suffit que ça se passe mal sur un chantier et c'est vite la merde. Donc on a préféré, Bertrand et moi, les fondateurs, vu qu'on est directement impliqués, il valait mieux que ce soit nous qui gérons nous-mêmes les travaux. Donc on a fait ce choix volontaire et il valait mieux qu'on le gère et on a eu beaucoup moins de problèmes que si c'était un mec qui était salarié, c'est pas sa boîte, c'est pas son argent. À partir du moment où c'est pas ton argent, de suite les problématiques c'est plus les mêmes. Hein. Et du coup là vous vous êtes mis directement donc, à vos débuts avec un cabinet d'architectes ou directement avec des architectes d'intérieur. Comment ça s'est passé un petit peu cette liaison? Pour le coup, les architectes d'intérieur, au début, le premier projet, on a pris des freelances. Et assez vite, on les a internalisés. Donc voilà, si on parlait de reportage, et si jamais on fait un reportage, vous serez amené à les rencontrer. Et donc c'est Martin et Léa qui s'occupent de faire les plans, de faire la déco, de choisir les meubles, etc. De gérer la logistique avec les meubles, parce que c'est pas forcément évident. En fait, on a beaucoup de corps de métier. Mais sans jamais vraiment expliquer ce que c'est. Et je pense que pour quelqu'un qui est peut-être un peu novice dans le domaine ou qui n'a peut-être pas l'habitude du milieu, ça peut être un peu compliqué à comprendre. Du coup, moi, je te propose déjà dans un projet d'expliquer en fait tous les corps de métier qui vont intervenir au fur et à mesure et quels sont leurs rôles. Parce que par exemple, quand tu nous dis un promoteur, un architecte d'intérieur, ça veut dire quoi tout ça en fait? Dis-nous la vie d'un bien entre le moment où tu l'achètes et le moment où il y a quelqu'un dedans. Tous les étapes que tu fais, qui c'est qui bosse et c'est quoi leur rôle? Le client, au tout début, il voit un gestionnaire de projet. Donc en général, c'est plutôt nous, c'est Jérémy par exemple, ou Bertrand ou moi.
qui gérons en direct le client. Parce qu'on connaît très bien ce qu'on fait, on le rassure, etc. Lui, c'est le gestionnaire de projet, donc si on est sur une équipe de foot, c'est le milieu, en gros. Il va en attaque et il va en défense. Et ensuite, une fois que le client est conquis par l'offre et qu'il veut avancer avec nous, et le CGP, le conseiller en gestion de patrimoine aussi, le conseiller en gestion de patrimoine, lui, c'est celui qui nous envoie le client. Lui, c'est le médecin, le conseiller en gestion de patrimoine. Tu viens le voir pour un bilan santé. Il te fait un bilan santé, donc il te fait un bilan de ton patrimoine. Et il se dit, ben voilà, il y a tel problème dans ton patrimoine, tel problème. Et il passe par des spécialistes. Donc par exemple, s'il détecte un cancer, le médecin il va te faire passer par un spécialiste du cancer. Bah, nous, c'est un peu la même chose. C'est le conseiller en gestion de patrimoine, il détecte un problème dans ton patrimoine et il dit il faut que tu achètes de l'immobilier ancien. Et là, il fait appel à l'immobilier capital. Tu nous avais dit que tu étais capable de fournir n'importe quelle rentabilité en fonction du risque que le client était prêt à prendre. Donc autrement dit, si moi j'arrive et que je te dis ouais, je suis totalement cramé, je veux un truc à 20% de renta, tu es capable de me le trouver. Et si je te dis moi je veux absolument pas perdre un centime, tu es capable de me trouver un truc beaucoup plus sécure à 2% de rentabilité. Voilà, c'est ça. En fait, tu peux pas avoir le bien hyper centre-ville, ultra liquide, c'est-à-dire qu'il se revend facilement, qui prend 15% par an et qui fait 20% de renta. Si ça se part sur le marché, c'est moi qui l'achète. Ok. Je te le dis, j'en vois pas tous les jours. Okay. Et c'est très très rare. Il y a des gens qui veulent absolument le mouton à 5 pattes et c'est ton coût d'opportunité, c'est l'énergie que tu mets par rapport au temps que tu mets pour trouver cette affaire-là. Enfin, si tu veux être sécurisé, acheter une action sécure qui prend de la valeur, etc., tu achètes du LVMH. Tu es sécurisé, tu as tes dividendes. Bon, tu as un 3%, tu vois. Si tu veux plus de rendement, tu vas faire du private equity, tu achètes des parts dans une petite boîte qui n'est pas très connue et là, tu auras 20-30% de rendement. C'est un peu, l'immobilier, c'est exactement la même chose. C'est un actif. Et vu que c'est un actif, il y a une notion de risque. Et souvent, quand on est dans l'immobilier traditionnel, on ne prend pas du tout en compte le risque et on ne sait même pas le mesurer. Et c'est là où, quand je suis allé dans l'autre milieu, j'ai appris à mesurer ce risque-là, j'ai appris à comprendre qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter, pourquoi, etc. Donc, quand je te dis que je peux trouver n'importe quelle rentabilité, c'est exactement ça. Par contre, le risque derrière ne sera pas le même. Donc, en fait, tu as appliqué des concepts de conseiller en gestion de patrimoine à l'immobilier. C'est-à-dire que tu dépends de quel est le niveau de risque que tu es prêt à prendre, quel est le gain par rapport à ce risque, et à partir de là, tu es capable d'aligner derrière. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, par exemple, si tu es un jeune étudiant, tu me dis, moi, je suis hyper dynamique, je veux de la rentabilité, je veux du cash flow, etc. Pas de problème. Ok. Je vais te sélectionner des marchés, je vais te sélectionner des biens. Par contre, il faut que tu acceptes le risque derrière. Ça va être de la location saisonnière, ou alors ça va être de la colocation, et ça sera dans des villes avec pas beaucoup d'habitants, et pas forcément très dynamiques. Mais ça marche, hein. Je dis pas que ça marche pas, mais c'est pas le même risque que d'aller sur du centre-ville de Bordeaux, parce que celui qui est en T2 sur place de la Bourse, il prend de la valeur aussi chaque mois. Si ton bien fait 200 000 balles, mais que tu prends 10% à l'année, t'as pas pris des loyers, mais tu as pris de la valo. Donc ça, il faut le rentrer dans le rendement. Tandis que si tu as acheté à Saint-Etienne, que tu as fait une colocation comme tout le monde là, qui achète des formations à 3000 balles et ils achètent tous des colocations, ils font des colocations, ils divisent en 4 ou en 5 dans des trucs où il n'y a que des offres. Là, ta valorisation, tu ne vas pas prendre des 15% là-bas. Hein. Je te le dis. Hein. Tu essayes, amuse-toi, tu achètes et tu regardes tu vas même en perdre. Donc ça, c'est du rendement presque négatif en fait. Tu vois. Mais ce n'est pas la même stratégie. Il y a une stratégie où tu essayes de créer de la rente mensuelle et l'autre où tu prends de la plus-value, mais au moins tu ne te poses pas de questions, tu es sûr que tu retrouves ton capital. Tu as ce qu'il faudrait faire et ce que les gens font. Ouais, okay. Bon, tous les gens veulent prendre une pilule et avoir des abdos et rien faire. Dans l'immobilier, c'est un peu pareil. Tout le monde veut du cash flow, alors que ce n'est pas ce qu'il devrait avoir. Je m'explique pourquoi. Le coût du cash flow fait que tu as une prise de risque derrière que tu ne maîtrises pas ou tu n'en as pas conscience. Et ce n'est pas forcément ce qu'il faudrait. Je te le dis, le truc idéal quand tu investis, le top du top, la route parfaite en vérité. Si tu veux gagner beaucoup d'argent et que tu veux devenir riche, c'est d'abord la première étape. Je sais que ça fait chier tout le monde, mais créer une entreprise qui répond à un besoin et c'est là où tu génères tes revenus. Crée ta vache à lait, où il y en a, ils appellent ça des muses, voilà, ils appellent ça, tu appelles ça ce que tu veux. Business à cash. Tu crées d'abord ton business. C'est là où tu crées des revenus. Et une fois que tu as des revenus, sois risqué avec ton business et sois sécure avec tes investissements. Une fois que tu as de l'argent, tu le places. Et je dis bien placer. Parce qu'il y en a, ils ont tendance à inverser le truc. C'est je suis salarié et je veux devenir riche grâce à l'immobilier, tu vois. Mais ça ne marche pas comme ça en fait. C'est pas l'immobilier qui va te rendre riche, c'est pas l'immobilier qui va te créer des revenus. Oui, mais derrière tu prends vachement de risques. En fait, les gens ils veulent devenir investisseurs immobiliers. Or là, la typologie qu'ils ont, c'est entrepreneurs immobiliers. Parce que tellement ils prennent de risques, en fait, ils deviennent entrepreneurs. Et en fait, ils vont passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie
à ça. Donc en fait, ils vont juste passer de salarié du coup à entrepreneur. Le nombre de fois où j'ai vu des ménagères arriver à j'ai acheté une formation à 3000 balles, la nana elle sait pas du tout ce que c'est les travaux, et elle va acheter un truc, elle sait pas du tout estimer les travaux, elle va dans un truc et elle va au Plantus, j'en ai vu plein. Et le nombre de fois où je vais encore aller plus loin, le nombre de fois où j'ai vu des mecs me dire bah, j'ai fait un prêt, après j'en ai fait un en même temps, j'en ai fait un autre dans une autre banque, machin, tu sais, parce qu'ils ont lu 2-3 bouquins des mecs qui ont fait des prêts croisés par-ci par-là. Et ça, c'est un patrimoine. Ça s'appelle un château de cartes. C'est un château de cartes parce qu'il suffit que tu aies un problème sur un des projets et la banque, c'est fini, terminé. Comment tu fais pour faire en sorte qu'elle ait confiance en toi pour te prêter de l'argent pour un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième bien? Parce que moi, ce que j'ai entendu par rapport à ça, par exemple, c'est que si ton bien, il s'autofinance, donc en gros, tu es à peu près à 8,5% de rentabilité brute, ce qui veut dire que toutes tes charges et ce que tu dois à la banque sont couvertes par les loyers qui rentrent. À ce moment-là, tu t'autofinances, donc tu perds pas d'argent, donc tu peux refaire un deuxième prêt derrière. C'est quoi ton avis, toi? Ça marche pas comme ça du tout. En fait, théoriquement 8% brut, en fait, ça veut rien dire. Tu as deux biens qui sont à 8%, tu en as un, il a 3000 € de charge à l'année, et l'autre, il a 100 € de charge à l'année. Les deux sont à 8% brut, tu vois. Sauf qu'il y en a un, il a une renta nette qui n'est pas là du tout la même que l'autre. La théorie veut que la banque, elle pondère tes loyers. En gros, elle prend 70%, voilà, elle prend 70% de tes loyers. Et si tu es au-dessus de ces 70% de loyer, c'est-à-dire que tu génères plus avec tes loyers que ce que tu dois payer, la banque peut te refinancer. Ça, c'est la théorie. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça parce que c'était possible avant, c'était plus facile avant parce qu'il y avait ce qu'on appelle un calcul qui s'appelle le calcul différentiel de la banque. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Ça n'existe plus aujourd'hui. Voilà, la banque, elle ne prend plus en compte les revenus de ton loyer en fait. Elle les prend, mais c'était plus compensé en fait. Maintenant, elle s'en fout. Maintenant, il faut que tu aies une assise dans ton patrimoine déjà existant pour que tu puisses enchaîner les biens immobiliers, si c'est ça ta question. Donc en fait, il faut que tu aies déjà du capital vraiment pour pouvoir bien enchaîner les loyers. Mais ça ne t'empêche pas d'investir sur un bien, deux biens, trois biens. Tu vois. Mais toi, tu me parles d'enchaîner. Tu sais, si on suit la théorie, c'est à l'infini. Tu vois. Donc tu peux acheter 40 biens en étant salarié à 1002. Quoi, tu vois. Ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, il faut que si tu veux du gros patrimoine immobilier, aujourd'hui, il faut que tu aies une assise derrière. C'est quoi la différence entre un Airbnb au fin fond de la Creuse qui a 14% de rentabilité brute versus un appartement en plein centre-ville de Bordeaux qui a 5%? Quand tu vas acheter un bien immobilier, tu as ton petit Excel ou tu as ce que tu veux, tu calcules tes chiffres. Donc c'est très facile de calculer les chiffres. Et après, tu as la réalité du terrain. Et quand tu es au fin fond de la Creuse et que tu fais un Airbnb, la réalité c'est que ce n'est pas dynamique du tout. Et que du coup, tu auras de la vacance. C'est-à-dire que tu auras des périodes où tu n'auras pas de location. Et ça, c'est pas souvent pris en compte dans le business plan. Mais pourtant, les gens, d'habitude, ils te mettent un petit coef de sécurité en disant, bah voilà, on part du principe que c'est complet à 70%. Est-ce que ces coefs de sécurité, ils ont un sens ou est-ce qu'ils sont vraiment décorrélés de la réalité? Ils n'ont pas de sens tant que tu n'as pas exploité. Alors, il y en a, ils disent, tu peux créer une fausse annonce. Tu fais comment pour créer une fausse annonce en Airbnb? Ah ouais, mais j'achète RDNA. Tu sais, ils utilisent par un logiciel qui permet de voir combien tu peux louer ton Airbnb. Ouais, mais si tu as 3 biens immobiliers sur le marché, et que c'est pas dynamique, ça ne correspond à rien tes données. Il faut que tu aies un échantillon qui soit beaucoup plus gros. C'est de la prise de risque. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais c'est une prise de risque. C'est comme tu achètes du Bitcoin ou c'est pareil. Mais du coup, ça veut dire que par exemple, quelqu'un qui va faire du 14% de rentabilité en campagne, ça c'est le cas s'il loue, on va dire, à 75% de la théorie, mais dans la pratique, toi, ce que tu dis, c'est qu'en gros, il faut voir la réalité du terrain. Et cette réalité du terrain, selon toi, en fait, c'est compliqué d'avoir un vrai retour dessus tant que tu ne l'as pas fait. En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a le risque à la location et il y a le risque à l'achat, etc. Je suis toujours fasciné de voir les mecs qui achètent des formations et qui vont dans des campagnes acheter des immeubles que personne ne veut. J'ai acheté une formation sur les immeubles, je vais acheter un immeuble avec 5 apparts et je vais avoir du cash flow et tout. Ah mais attends, est-ce que tu penses que les locaux sont teubés pour ne pas acheter cet immeuble? Pourquoi il a ce prix-là? Il a ce prix-là parce qu'il y a une raison. C'est parce que le mec, il n'a pas entretenu sa toiture pendant 20 ans, par exemple. Ok, il n'y a pas la toiture prévue. Alors, tu peux avoir des asymétries parfois et trouver une bonne affaire qui tombe, etc. Mais si tu es un particulier et que tu n'es pas vraiment dans le secteur, tu ne l'auras pas. Oublie. Ceux qui l'ont, c'est les marchands de biens et ceux qui sont en première ligne. Tu es parisien ou tu es bordelais, tu as acheté ta formation et tu viens en voiture le dimanche pour aller chercher ton immeuble, tu crois que tu vas faire mieux que lui.
Non, si tu achètes cet immeuble à ce prix-là, c'est qu'il y a une raison pourquoi tu achètes à ce prix-là. Alors après, tu as quand même des secteurs qui sont aujourd'hui dans les périphéries de grandes villes. Par exemple, périphérie de Bordeaux, alors Paris, j'enlève Paris, hein, je pense que tout le monde peut enlever Paris. Ou alors, tu vois, par exemple, je prends un peu le côté peut-être ouest de la France, hein, peut-être entre Nantes, et du coup, tu peux descendre effectivement sur Bordeaux, Bergerac, peut-être des secteurs dans ce cas-là. En 2023, moins, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a eu un peu le déclin de l'immobilier, mais en tout cas, par exemple, déjà entre 2019 et 2022, et même peut-être avant 2019, peut-être 2014, 2015 chez toi, on avait quand même dans ces types de biens, tu vois, qui étaient en périphérie grande ville, des biens sur lesquels tu peux avoir un mix entre du coup une rentabilité qui était intéressante parce que du coup tu pouvais faire de la division du coup de biens ou de la colocation, et en plus avec ça, du coup tu profitais quand même, on va dire de la montée, on va dire du prix du bien. À cette époque-là, même si tu achetais dans la Creuse, tu faisais une plus-value. C'était simple. Celui qui n'a pas gagné d'argent dans cette période-là, je ne comprends pas. Les taux ont fait que baisser. Tu achètes un bien en 2015. Tu es à 4% en taux ou à 5%, j'en sais rien, il faudrait regarder les courbes, mais c'est à peu près ça. Tu passes à 0% en 2019. Donc tu as beaucoup plus de monde qui est facilement qui peut acheter. Donc vu que tu as plus de monde qui peut acheter, forcément ton bien il prend de la valeur sur le marché. Il ne faut pas mélanger le contexte de marché et le bien, l'actif immobilier, tu vois. Donc n'importe quel ahuri en 2015 pouvait acheter n'importe où et faire de la plus-value. Voilà. Donc si tu n'as pas fait de plus-value cette période, c'est qu'il y a un problème. Parce que tout le marché immobilier, il a explosé partout en France. Toi, ton calcul de rentabilité, tu le fais par rapport à 2 critères. Le premier critère, c'est l'argent que tu vas percevoir de ce bien chaque année. Et le deuxième critère, c'est l'évolution du prix du bien dans le futur. Donc autrement dit, est-ce qu'il va prendre en valeur? On calcule 4 variables. La première, c'est la rentabilité brute, qui permet de filtrer les biens ça permet d'aller vite. Mais c'est pas, tu mélanges des choux et des carottes quand tu fais la rentabilité brute. Ensuite, il y a la rentabilité nette. Et donc là, c'est très simple, tu enlèves les charges, etc. Et après, tu as la triple nette, on appelle ça, et c'est tu enlèves les impôts. Après, tu as le TRI, c'est le crédit, qui est le taux de rendement interne. Et là, tu prends en compte l'effet de levier. C'est le fait qu'avec 20 000 euros, la banque va m'en prêter, bon, aujourd'hui plus 60-70 000. Et donc, en fait, j'investis 70 000 que je n'avais pas à la base. C'est ça. Tu n'auras pas les mêmes conditions de financement si tu achètes un truc patrimonial T2 à Bordeaux à Place de la Bourse. Tu n'auras pas les mêmes conditions de financement que si tu achètes un truc dans la Creuse, machin. Pour bien comparer, c'est en mettant la variable levier bancaire, c'est le taux de rendement interne. Et ensuite, tu as un autre indicateur que nous, on calcule, ça s'appelle la VAN. C'est la valeur ajoutée, en gros. C'est ce que tu gagnes réellement dans ta poche. Mais en fait, on fait ce qu'on appelle, on appelle ça un DCF. C'est un gros tableau Excel et tu as chaque année que tu tires sur 10 ans, 10 ou 20 ans. Et dans chaque colonne, tu as l'année et tu as ce que tu gagnes, ton chiffre d'affaires, moins ce que tu payes, moins CFE, machin, moins tout ce que tu as à payer. Et à la fin, ça te fait un bénéfice. C'est vraiment ton excédent bancaire net que tu vas avoir à la fin. Quoi. Voilà. Et la vanne, en gros, c'est ce que tu as acheté. Donc la première année, tu as acheté ton bien, donc tu as dépensé X euros. Et à la fin de l'année, imaginons tu revends au bout de 10 ans, ça te fait un tel prix. Et en fait, quand tu tires comme ça te fait la vanne, tu vois. Que penses-tu de l'arbitrage, on va dire aujourd'hui, d'un patrimoine immobilier, voilà, d'une personne physique ou d'une entreprise? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'objectif est d'avoir un maximum en termes de nombre de biens immobiliers? Est-ce qu'à l'inverse, du coup, tu penses qu'à un certain moment, tu sais, chaque bien, on va dire, se périme peut-être au bout de quelques années, et donc par rapport à ça, il faudrait donc le revendre, donc c'est-à-dire faire un arbitrage de ces biens? Est-ce que tu as des stratégies, des conseils pour ça? Assez difficile à répondre comme ça parce que ça dépend tellement de choses, ça dépend de l'objectif de la personne, etc. Si tu aimes bien gérer les biens, si tu n'aimes pas. Moi, je sais que j'aime pas. Donc moi, je vais plutôt rechercher… En fait, ce que j'essaye de faire, moi, c'est dans mon arbitrage de mon patrimoine perso, par exemple, c'est de me faire de moins en moins chier, en gros. Ok. Donc garder la même… Ça ne me dérange pas de garder la même rentabilité, mais je veux passer le moins de temps possible sur la gestion. Donc effectivement, arbitrer pour faire du bureau, bah, tu t'y retrouves. Parce que du coup, tu fais des baux 369, pendant 9 ans, tu es tranquille et tu gères plus. Et tu n'as plus de taxe foncière, tu parles plus en fait. Tu vois, donc en fait, ça dépend de la personne. Si tu veux faire des plus-values et que tu veux faire marchand de biens, forcément, tu dois avoir un arbitrage fréquent de ton patrimoine. C'est-à-dire que tu dois vendre, acheter, vendre, racheter. Mais ça, malheureusement, en fonction du contexte de marché, c'est pas simple. Et aujourd'hui, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Ok, et justement, en fait, toi, quand tu accompagnes les typologies de personnes à faire des investissements, justement, en fonction de la rentabilité que tu cherches, du risque que tu veux prendre, etc., quoi qu'il arrive, si tu veux créer de la valeur,
tu vas passer par des travaux à un moment. C'est quoi tous les corps de métier qui interviennent entre le moment où tu as trouvé ton bien et le moment où il y a un locataire qui arrive dedans? C'est quoi les corps de métier qui interviennent pour faire les travaux, faire des plans, etc. etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Étape numéro 1, l'investisseur arrive chez nous. Ok. On définit le cahier des charges, voilà, on regarde le profil, etc. On va lui dire, ben voilà, pour ton profil à toi, on en a discuté longuement, voilà, tu as un dynamique, tu as un patrimonial, n'importe. On va aller sur cette typologie de bien dans telle ville qu'on a identifiée. Une fois qu'il est d'accord avec ça, on va faire appel à des agents immobiliers et des chasseurs. Donc eux, ils connaissent le marché mieux que quiconque. Ils passent leur journée à chercher des biens immobiliers, ils passent leur journée à signer des mandats. Et donc nous, on a des partenaires en direct. On les appelle, on leur dit, ben voilà, j'ai un tel cahier des charges dans telle ville, je cherche ça, ça et ça. On a déjà travaillé avec eux, c'est notre réseau. Et est-ce que tu as quelque chose? On appelle nos partenaires et ils nous disent, ben voilà, j'ai tel bien, tel bien, tel bien. Une fois qu'on a ça, nous, on va sur place. Alors, lui, il est habitué, il nous fait une estimation des travaux, etc., sur ce qu'il faudrait faire. Et on crée un business plan. Donc là, je fais appel à des freelances aussi, je fais des gens qui font des calculs, etc., où je leur ai expliqué, mais voilà, un business plan, je veux que ça soit fait comme ça, telle façon de faire, telle façon de présenter. En gros, c'est des slides. C'est un projet immobilier. Chez nous, c'est une vingtaine de slides qui présentent le bien immobilier, les chiffres, le marché, parce que des fois, souvent, c'est des investisseurs qui ne connaissent pas là où ils investissent. Donc, on leur présente le marché, quelles sont les perspectives du marché, pourquoi on te conseille d'investir là, qu'est-ce qu'il faut faire attention, etc. Ce qu'on a identifié, les travaux, les photos du bien, tout. En gros, tu as tout. Et ce document, en fait, il va servir autant à ton client qu'à la banque. Et bien, ce document-là, il sert surtout à l'investisseur parce qu'on lui pitch le projet. C'est comme une start-up, tu vois, et tu pitches ton idée. Ben, nous, c'est pareil, on pitch le projet immobilier à l'investisseur. Et l'investisseur, il se dit, ben, je suis chaud d'y aller. Non, ça ne me plaît pas. Non, ça ne me correspond pas. Attention, on a défini un cahier des charges. Tu ne peux pas me dire, je suis d'accord pour aller sur ce type de projet, et après me dire non. Tu vois. Donc, c'est une discussion, c'est un échange, et on travaille en collaboration avec le conseiller en gestion de patrimoine, ou s'il n'y en a pas, on travaille en collaboration directe avec l'investisseur. Et en fait, on construit son projet. Une fois qu'il est d'accord sur le projet, là, il va signer un compromis ou une promesse de vente. Et il signe un contrat en amont avec nous, comme quoi il est engagé avec nous, etc. Et qui passe par nous pour les travaux. À cette étape-là, viennent les architectes d'intérieur. Et donc les architectes d'intérieur, leur rôle, c'est de modéliser en 3D le bien immobilier et de placer les meubles et de faire l'agencement du bien immobilier. Tu vois. Donc voilà, le canapé il va à tel endroit, on va prendre tel type de canapé, tel type de peinture, etc. Et pour faire une bonne affaire sur la location, il faut que ça soit sexy, il faut que tu crées du coup de cœur, etc. Et donc tu vas pas créer du coup de cœur avec… T'imagines, tu meubles un truc senior avec des meubles et tu mets un étudiant, donc ça va pas marcher. Donc une fois que tu as le 3D, etc., tu le présentes à l'investisseur et tu dis, ben voilà, on a imaginé ça, etc. Donc là, tu as les architectes d'intérieur qui sont intervenus. Donc il a été voir la banque, l'investisseur, il a eu son crédit, nous on peut accompagner sur le crédit aussi, on a des bons partenaires en crédit. Là, il obtient son crédit et ensuite il signe l'acte authentique. Une fois qu'il signe l'acte authentique, il nous donne les clés, soit le notaire il nous les donne, soit lui. Et là, on attaque les travaux. Et donc là, dans les travaux, tu as le plombier qui intervient, l'électricien, le plaquiste, ça dépend le projet, quoi, tu vois. C'est les artisans de travaux, nos artisans de travaux qui interviennent. Et quand on est à peu près à la fin du projet, tu vois, qu'on sait qu'on va mettre les meubles, etc., on commence les visites pour éviter la vacance locative. Et puis derrière, la délégation aux agents, c'est tout. Voilà, une fois que tu as les locataires, tu signes les baux avec l'investisseur, et là, tu as les agences qui arrivent et qui prennent le relais sur la gestion. Les agences, on travaille avec plusieurs agences et l'investisseur, il choisit son agence. Ou soit il peut même le gérer lui-même s'il veut. Mais aujourd'hui, tes clients, c'est principalement quoi? C'est plus des conseillers en gestion de patrimoine qui te mettent en relation avec certains profils ou des particuliers? C'est quoi? C'est de tout. Je dirais, je dois avoir 50% de salariés CDI. Ouais. Tu vois, salariés CDI qui vont de tout, hein, de 2000 € jusqu'à, il y en a, ils gagnent 10 000, quoi. Ça dépend, c'est la tranche, elle est large. J'ai de tout, franchement, j'ai de tout. Et donc, il y a des petits projets à 150 000 €, comme des gros projets, des projets plus importants à 500 000 €. La banque, nous, on a un partenaire avec qui on travaille, qui lui a des entrées dans des banques qui, voilà, parce que tu comprends bien que notre secteur, si on ne peut pas financer l'investisseur, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on trouve… C'est le nerf de la guerre, la banque. Donc, il faut qu'on optimise à fond le crédit. En fait, si tu veux, ce qu'on essaie de faire, c'est que l'investisseur, il ait de la franchise de travaux. Donc oui, il met de l'apport. Oui, il met 10% d'apport, il met 20% d'apport. Mais nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir les 2 ans de franchise pour qu'il puisse récupérer une partie de son apport, voire la totalité de son apport, tu vois, pendant que les travaux continuent. Et nous, le but, c'est que le projet soit livré le plus rapidement possible
pour que derrière il encaisse les loyers le plus vite possible et qu'il récupère son apport pour aller faire un second projet, etc. Si je te prends entre le moment où la personne dit voilà, je suis intéressé, le moment où tu trouves le bien, où tu signes, où la banque te prête, etc., entre le moment où tu prends cette décision de travailler avec quelqu'un et le moment où la personne, c'est le projet fini, il se passe combien de temps du coup? Entre 6 mois et 9 mois quoi? Ouais, entre 6 mois en général elle est propriétaire, 9 mois elle a déjà un locataire et ça se loue. Et là on se téléporte 10 ans plus tard, la personne a envie de revendre, comment ça se passe? Elle peut le mettre dans une agence immobilière ou elle peut le vendre elle-même, il n'y a aucun problème. Ok, là elle empoche bien la plus-value par rapport à Tout à fait. La typologie d'investissement, donc en fonction de quelle était sa stratégie au départ. Exactement. Donc tu nous as expliqué tout à l'heure que tu avais des personnes qui étaient en freelance et que du coup tu as internalisé. Moi du coup la question que je te pose c'est comment est-ce qu'on fait pour aller internaliser du coup des gens qui de base sont freelance et comment ça s'est passé pour toi? Explique-nous tout ça. Ouais. Il a fallu les former, il a fallu donner des… voilà, si tu veux je les vois comme des intérêts composés en fait quand tu formes quelqu'un. Puisqu'après, en fait, les connaissances que tu as transmises, bah, c'est un gain de temps futur. Donc ça, je le vois un peu comme des intérêts composés et je me dis c'est dommage de perdre tes intérêts composés et que ton freelance il parte ailleurs et que tu ne travailles plus avec. Donc en fait, j'ai convenu, mon but c'était de les sécuriser et de les garder. À la fois, eux, ils sont gagnants parce qu'ils ont un revenu plus stable. Moi, ça me coûte moins cher sur la longue. Et derrière, ça me permet de compound. C'est quelque chose que je conseille à tous les entrepreneurs qui ont monté leur boîte. Mais ça s'applique à partir d'un certain moment où tu as un modèle où tu as des revenus stables, où tu as une certaine assise, etc. À partir de ce moment-là, tu peux envisager de pouvoir stabiliser tes équipes. Ok. Et je comprends. Et moi aussi, au tout début, quand on a commencé, on faisait avec des freelances, on payait un peu plus cher. Mais derrière, on n'était pas engagé avec la personne. Parce que tu as la loi française, quand tu as quelqu'un en CDI, tu ne peux pas faire ce que tu veux après. Comment tu fidélises quelqu'un pour bosser avec lui? C'est très simple, tu t'intéresses à la personne, premièrement. Tu arrêtes de dire tes 3 qualités, tes 3 défauts. Tu fais pas des entretiens en disant quel légume tu veux être plus tard. Non mais tu vois, tu fais pas. En fait, tu t'intéresses réellement à la personne. Le CV, tu le mets de côté et tu regardes les compétences. Et souvent, c'est là où tu vas trouver la valeur des choses. C'est un peu comme dans l'immobilier, c'est pareil. Tu as les passoires énergétiques. Et bien là, c'est pareil avec les employés pour moi. Il y a des gens qui n'ont pas un CV exceptionnel, mais je m'en fiche. Moi, le CV, je m'en fiche, je veux juste la compétence et la personne. Recrutement junior vs senior. Je connais des entrepreneurs qui recrutent des seniors parce qu'ils ont une expérience réelle sur le terrain et qu'il y a beaucoup moins de temps de formation, etc. Ça coûte plus cher, mais derrière, tu es qualifié, etc. Par exemple, un chargé de projet, exactement. Un chargé d'affaires, ça serait intéressant. En fait, je pense que ces deux écoles sont complémentaires et qu'il n'y a pas une des deux meilleures écoles. Je pense qu'il faut un peu des deux. Et en fonction du secteur. Si demain, je recrute un junior et que je le mets sur un immeuble avec 1,5 million de travaux à gérer, il ne va pas gérer. Il va être dépassé par les événements. Par contre, si je mets un senior qui a géré je ne sais pas combien de millions, qui a fait il a fait plein d'erreurs dans sa vie, il aura plus de chances de bien gérer le projet. Donc pour moi, ça dépend le secteur et ça dépend le job que tu donnes à faire. Pour gérer des travaux, je préférerais prendre un senior. Je me sentirais plus à l'aise de prendre un senior, quelqu'un qui connaît, parce que les travaux, ça ne se réinvente pas. Ce n'est pas quelque chose d'ultra créatif. C'est quelque chose qu'il faut appliquer, il y a des choses à connaître, etc. C'est de la rigueur. C'est de la rigueur, il y a des erreurs. Tout le monde a fait des erreurs, j'en ai fait un tas d'erreurs. Des erreurs, t'imagines même pas. À force de manger des erreurs, tu commences à comprendre ce qu'il faut faire. Et bien le senior, lui, il aura fait plus d'erreurs que le junior. Donc c'est normal, je préfère prendre un senior. Et à l'inverse, il y a des domaines et des services qui nécessitent plus d'innovation, d'avoir un regard sur le marché, de savoir ce qui change, etc. Et peut-être que le junior, il aura une flexibilité mentale qui sera plus importante et ça sera plus intéressant d'aller capter de la valeur en prenant un junior sur ce domaine-là. Tu vois, je pense notamment au marketing. C'est quoi ta vision à 5 ans, on va dire, pour toi, ton entreprise? Ma vision à 5 ans, aujourd'hui, si tu veux, je réfléchis un peu comme un opportuniste. Ce que j'ai créé là, c'est parce que j'ai vu une opportunité sur un marché. J'aurais voulu entreprendre dans quelque chose d'ultra scalable, notamment par exemple un business SaaS, tu vois. Ah oui, tout le monde veut faire du SaaS, c'est l'Eldorado, tu vois. C'est le truc parfait, mais là pareil, ton couple risque-rendement. Voilà, pour exactement. Un SaaS qui marche, t'en as 1000 qui meurent. Exactement. Donc en fait, en fonction du contexte de marché dans lequel on est, là j'aime bien les business que je suis en train de faire parce que c'est extrêmement stable. Je sais que demain, il faudra toujours un toit sur la tête et tu auras toujours besoin d'investir. Donc c'est des business que je sais qui sont stables sur le long terme et que si je fais les choses bien et que je prends mes bonnes parts de marché, dans 30 ans, ça marchera toujours. Et en fait, je réfléchis en groupe. Et je suis en train de me constituer une équipe de tueurs avec des gens ultra motivés, avec des cofondateurs, avec des
des gens avec qui je m'associe dans ces entreprises-là et je sais que c'est des tueurs. Et je sais que je peux aller, que ça va devenir un groupe qui va exploser. J'ai pas trop de doute. Là, quelqu'un qui nous regarderait, qui a envie d'investir dans l'immobilier, qui a déjà des revenus, etc., tu lui conseilles de faire quoi? De s'y prendre comment? D'aller voir d'autres investisseurs, de se former, de faire du réseau, de regarder ce qui fonctionne pas et de ne pas se laisser avoir par le marketing des formateurs en immobilier. C'est vraiment, oublie le marketing parce que tu vas au Plantus, tu n'achètes pas une baguette de pain, regarde ce qui marche, fais attention et voilà, et si tu fais un premier bon investissement, tu en feras un deuxième et ainsi de suite. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. Vous retrouverez des extraits publiés en exclusivité sur nos comptes Instagram, YouTube et TikTok. Les liens sont en description. Vous retrouverez également le site internet de Marvin dans la description de cet épisode. Sur ce, c'était Clément Mambec d'Esprit Entrepreneur et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine interview d'entrepreneur. Salut à tous.